Le 17 août 2006, le complexe pénitentiaire de Sainte-Anne-des-Plaines va bientôt perdre un de ses plus célèbres détenus. C'est un personnage presque mythique qui habitait ici depuis presque 2 ans, Vito Rizzuto. Pendant 25 ans, il a été le chef incontesté de la mafia au Canada. Son empire du crime s'étalait sur 4 continents, mais aujourd'hui, sa chance ne le suit plus. Vito Rizzuto vient de perdre son dernier appel pour éviter son extradition aux États-Unis. La justice américaine va le condamner à 10 ans de prison pour son rôle dans un triple meurtre survenu à New York en 1981. Normalement calme, aujourd'hui il semblait ébranlé et nerveux. Il prétend être le seul à pouvoir maintenir la paix entre les différentes organisations criminelles à Montréal. Aux policiers qui l'escortent, il les met en garde contre les gangs de rue, la force émergente du crime organisé à Montréal. Un jet du FBI attend Rizzuto à l'aéroport Montréal-Trudeau. En voyant l'avion, Rizzuto réalise que cette fois-ci, il n'échappera pas à la justice. Ces photos sont les dernières de Vito Rizzuto au Canada, mais depuis, on en a beaucoup appris sur l'étendue de son empire, une pieuvre alimentée par le crime mais qui étend ses tentacules dans de nombreuses entreprises légitimes. Juin 2010 à Rome. 6 ans après son arrestation, l'ombre de Vito Rizzuto plane dans cette salle de cour où un enquêteur chevronné de la GRC de Montréal témoigne. L'organisation des Rizzuto était une organisation très structurée. Le sergent Laurie McDougall suit à la trace la mafia canadienne depuis des années. On le voit ici dans le procès de Beniamino Zappia, accusé par la justice italienne d'avoir tenté de blanchir 600 millions de dollars à travers plusieurs pays pour le compte du clan des Rizzuto. En 2003, quand on a commencé notre enquête, on a observé une personne qui arrivait de l'Italie. Cette personne est Beniamino Zappia. Le sergent McDougall l'a suivi à au moins 6 reprises à Montréal, notamment au quartier général du clan Rizzuto, le club social Constanza, où la police avait caché des micros et des caméras. Oui, c'est le monsieur assis en arrière à la droite. Il m'a vu dans le corridor ce matin. Quelqu'un m'a identifié pour lui. Non, il m'a vu de nombreuses fois, mais il ne l'a pas réalisé. Je l'ai souvent suivi au Canada. À Rome, le sergent McDougall racontera pendant des heures comment l'organisation Rizzuto est devenue puissante. Tout le monde avait peur des Rizzuto. Tu ne défiais pas l'organisation Rizzuto. Ils étaient trop puissants. La plupart des grosses importations de cocaïne et de hashish des années 80 et 90 étaient destinées à la mafia montréalaise. André Cédillo a suivi le crime organisé à Montréal pendant 20 ans pour le quotidien La Presse. Il vient tout juste de publier un livre sur la mafia montréalaise. Les Rizzuto, ils ont importé le système mafieux italien ici, presque à l'état pur. C'est-à-dire quoi? Bien, c'est-à-dire qu'eux autres, c'est les liens du sang qui les unit pour éviter la délation. Eux autres, la fameuse loi de l'Omerta puis les liens familiaux, c'est très important. La mafia n'hésite pas à recourir à la violence et même à tuer pour s'imposer dans le milieu. À Montréal, ses membres disposent d'un arsenal impressionnant, comme le démontrent ces images captées par des caméras cachées de la police dans un garage de la rue Saint-Laurent dans le cadre de l'opération antimafia Colisée. Leurs menaces glacent le sang, comme celle-ci captée au téléphone, des menaces adressées parfois à des hommes d'affaires. Who are you? The guy that's going to make you eat out of a straw for 6 months if you don't go pay him. I beg your pardon? You hear me? I know you have me on tape. Don't worry about it. Just go pay the bill, okay? And I'm not going to come and tell you again. The next time I break your head. Okay? You fucking clown. Don't laugh at me. Aux menaces s'ajoutent les enlèvements comme celui survenu au soir de l'Halloween 2005 d'un proche du clan Rizzuto, Nicolas Varachelli, aux mains d'un groupe rival. Il a été enlevé alors qu'il donnait des bonbons aux enfants. So just be patient with me while you're looking at this cassette. Sur cette cassette saisie par la police, on l'entend supplier ses patrons de la mafia pendant plus d'1 heure de négocier avec son ravisseur pour éviter un carnage. He has all the tools and all the manpower and whatever you want,
to confront anybody. A war. You know the war in Iraq? Just as bad, if not worse. Dans ce même enregistrement, Varakali se dit prêt à mourir pour la cause de ce qu'il appelle des hommes d'honneur. You know what? For me, it's finished. For me, it's finished. And you know what? And if he still lives and he wants to kill me and I'm still alive, let him fucking kill me. Who gives a fuck? Who gives a fuck? I'm ready to die. I'm ready to die for this. Best lawyer in the country over here. Vito Rizzuto a réussi pendant son règne à se rallier tout le milieu criminel, y compris les Hells Angels et le clan Matix. L'aéroport Montréal-Trudeau avait même été infiltré par la mafia. La preuve a révélé que l'organisation avait corrompu une douanière qui travaillait à l'aéroport de Montréal. La douanière a été trouvée coupable de corruption. Mme Cédeno. Mme Cédeno. Nancy est arrêtée pour un complot pour importation de stupéfiants, contrebande sur la loi, sur des douanes, okay? Corruption fonctionnaire, abus de confiance, avoir participé aux activités d'une organisation criminelle. Notre Jack sort du véhicule avec son sac, puis il a dans les mains comme des feuilles pliées. Les filatures policières dans l'opération Colisée ont montré Nancy Cédeno en train d'échanger des documents à des trafiquants de drogue. Il s'agissait de formulaires préétampés permettant aux messagers de l'organisation de faire passer de la drogue sans être fouillés à leur sortie de l'aéroport. You know when you come back, they stamp you, they give you a code, right? The custom guy, they give you a code, no? They write a code on your paper, right? I have the paper already, I stamp it myself, and he give me the code, the green light code. Fucking easy, buddy. This is fucking easy, man. Une fois arrêtée, Nancy Cédeno a tout avoué. Mais là, vous me parlez de trafic de drogue, de gang, de... C'est la résultante. C'est la résultante. J'y ai pas pensé. Puis là, j'ai peur. D'accord, c'est normal que c'est l'autre. C'est moi qui s'est mis dans C'est assez évident qu'il y avait un but. C'est moi qui s'est mis dans la... C'était pas un ami, ça. L'organisation aussi avait corrompu 12 employés ou ex-employés de l'aéroport. On parle de 7 bagagistes et 5 personnes qui travaillent pour des compagnies de traiteurs qui fournissent les compagnies aériennes. L'opération Colisée a été la plus importante opération anti-mafia au Canada. Grâce aux 1,2 million de conversations téléphoniques que la GRC a enregistrées, les policiers ont constaté que le clan Rizzuto dirigeait une vraie multinationale du crime qui allait bien au-delà du trafic de drogue. En fait, l'organisation criminelle telle que l'opération Colisée l'a révélé fonctionne un peu comme une entreprise légitime, dans le sens où on a au sommet un espèce de conseil d'administration. Le rôle, essentiellement, c'est de régler des conflits qui peuvent surgir au sein même de l'organisation ou avec d'autres organisations. Ils ne se salissent jamais les mains comme tel. Très, très rarement. Écoutez, à un moment donné, on parlait que juste Vito valait 400 millions. Ça, c'est juste Vito. On ne sait pas pour le père, on ne sait pas pour Paolo Randa, Rocco Solicito, Francesco Arcadi, tous ces gens-là. Pour blanchir ces millions, l'organisation des Rizzuto a investi massivement dans l'économie légale, ici et ailleurs, en utilisant des prête-noms. Son incursion dans l'industrie de la construction a été révélée au grand jour par la police italienne, alors que ses membres ont tenté d'obtenir le contrat de construction du pont de Messine, reliant la Sicile au reste de l'Italie, un projet de 7 milliards de dollars. L'homme qui les a aidés est un autre Zappia, Joseph Zappia, un ingénieur impliqué dans le scandale des dépassements de coûts des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Il est depuis retourné vivre à Rome. Bonjour, M. Zappia, on est de Montréal. Est-ce qu'on pourrait vous parler un moment? On a quelques questions à vous poser. Le vieux Joseph Zappia, qui a aujourd'hui 85 ans, a été condamné au printemps dernier par la justice italienne à 3 ans et demi de prison avec sursis dans l'histoire du pont.
L'influence du clan Rizzuto s'étendait jusque dans leur village d'origine, en Sicile, Cattolica Ericlea, où ils contrôlaient par l'entremise d'associés les travaux publics municipaux. La police italienne a effectué l'an dernier dans ce village une série de perquisitions et d'arrestations reliées à des contrats douteux. Mais il n'y a pas que la Sicile. Au Québec aussi, la mafia était très active dans l'industrie de la construction, comme le déclarait à Rome le sergent McDougall. Le club social était le quartier général des hauts gradés de l'organisation Rizzuto. Tout le monde venait s'ils avaient un message ou ils apportaient de l'argent pour la famille. Plusieurs réunions d'importance s'y tenaient quand il y avait des problèmes dans la communauté. Senta, qual erano? Perché dovevano dare, le persone dovevano dare dei soldi alla famiglia? Può spiegare meglio questa esigenza di incontrarsi? Perché dovevano dare dei soldi? Quand il y avait des problèmes avec certains contrats, possiblement des contrats en construction, ils étaient assez influents pour donner des contrats à leurs amis. Cioè era la famiglia di Rizzuto che decideva quali imprese dovevano prendere gli appalti? Exactement, et ils prenaient un pourcentage du contrat. Esattamente, spesso prendevano una percentuale sul contratto. Si je me souviens bien, c'était 5%. C'était la première fois qu'un policier révélait publiquement l'implication des principales têtes dirigeantes de la mafia dans la construction au Québec. Après la pause, le fils de Vito Rizzuto, un joueur important de la construction avant qu'il ne soit assassiné. Niccolo Rizzuto était quasi quotidiennement dans les bureaux de l'entreprise de construction de Tony Maggi. Ici, au Québec, on commence à peine à s'intéresser aux liens entre le monde interlope et l'industrie de la construction. Or, nous avons appris que la police était à réinvestiguer la preuve recueillie dans le cadre de l'opération Colisée à la recherche de ces liens. Une piste que nous avons, nous aussi, suivie. Septembre 2005, on inaugure les pavillons de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, les pavillons Jean et Marcel Coutu. Plusieurs compagnies ont participé à leur construction. Parmi celles-ci, la compagnie Lindo de Québec. Lors de la soumission, son président avait reçu un appel mystérieux d'un de ses compétiteurs. Il me dit bon, regarde, c'est une job pour moi, ça. Faudrait que tu te tasses, c'est à mon tour. C'est moi qui vais la faire. Fait que je dis ben non. Je dis c'est une soumission, là. Je dis regarde, moi, je marche pas, je fais pas ça, là. Martin Carrier est catégorique. Cet appel provient du président de BT Céramique, Frank Bruno, un homme qui fait face actuellement à des accusations criminelles pour avoir produit pour près de 5 millions de dollars de fausses factures. Frank Bruno, à qui nous avons parlé au téléphone, nie formellement avoir fait pression sur M. Carrier pour qu'il se retire de l'appel d'offres. Chose certaine, quelques semaines plus tard, après avoir obtenu le contrat en janvier 2005, M. Carrier reçoit un autre appel, cette fois-ci anonyme, d'un individu qui lui fait des menaces. Oui. Oui, M. Carrier. Oui, oui. Vous avez fait des travaux en céramique à Montréal? Oui. Oui. On aimerait ça, tu viens plus ici faire des travaux. Vous êtes qui? Je suis correct qui je suis. OK? Parce que la prochaine fois, tu ne passeras pas du site. OK? Non, mais monsieur, qui parle, là? C'était averti, c'est fini, OK? Merci, bonjour. Sur le coup, j'ai eu peur. Oh, oui. Pour la première fois, M. Carrier accepte de parler publiquement de cette menace. Je suis certain que c'est pas le seul à qui c'est arrivé. Moi, j'ai porté plainte, mais c'est sûr c'est dangereux. Il ne faut pas se cacher, là. Si personne parle, il ne se passera jamais rien. Ça prend quelqu'un qui dénonce. Hein. Si les gens laissent aller puis ils se tassent, bien, il ne se passera rien, c'est certain. L'homme à l'origine de la menace contre M. Carrier est un membre influent du clan Rizzuto, un dur de dur, Francesco Del Balso. Il purge actuellement une peine de 15 ans de prison pour une série de crimes, notamment trafic de drogue et gangstérisme. M. Del Balso se situe juste en deçà du conseil d'administration de l'organisation. Donc, ce n'est pas lui qui prend les décisions ultimes, mais il a quand même un pouvoir décisionnel très grand. Radio-Canada a retracé un autre entrepreneur qui dit avoir reçu des menaces de Del Balso lors de l'attribution de contrats dans 2 des 3 stations de métro de Laval inaugurées en 2007. Cet entrepreneur refuse d'être identifié, craignant pour sa sécurité.
D'autres entrepreneurs déclarent avoir été intimidés par des membres du clan Rizzuto. C'est le cas de Paul Sauvé, dont les déclarations ont défrayé la manchette ces derniers mois concernant les contrats de réfection de l'Hôtel de Ville de Montréal et du Parlement d'Ottawa. Nous, on a une déclaration d'un spécialiste de la GRC qui dit que les Rizzuto touchaient 5 de gros contrats de construction. Oui. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. 5 Oui, des chiffres dans cet ordre-là, entre 3 et 5, je vous dirais. Est-ce que vous l'avez vécu, ce 5 On se l'est fait, oui, on nous a demandé de payer ces argents-là. Qui vous a demandé de payer ces argents-là? Le fils. Le fils? Le fils de M. Rizzuto. Nick Rizzuto Jr. est le fils de Vito Rizzuto. Selon des sources policières, il tentait de succéder à son père, emprisonné aux États-Unis, avant d'être froidement abattu en décembre dernier dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Paul Sauvé l'a rencontré à 2 reprises en 2008. Il nous dit que il faut payer. Il faut payer pour avoir la paix. Il faut donner ce fameux 500 000 $-là, que c'est 5 que c'est comme ça que ça fonctionne. Une des 2 rencontres avec Nick Rizzuto Jr. a eu lieu au bureau d'un entrepreneur de l'Est de Montréal. Nous lui avons parlé au téléphone, mais il ne veut pas être nommé. Il tentait de convaincre M. Sauvé de s'entendre avec ses compétiteurs en présence de Rizzuto. Il était tête à tête avec un autre entrepreneur et il a insisté qu'il voulait tout avoir. Et qu'est-ce que j'ai dit comme conseil, c'est que tu laisses aller une et prends une job. Tu parles au gars, c'est ton compétiteur. Pourquoi te battre avec, you know? Pourquoi il faut que tu ailles tout ou rien? Partage. Cet entrepreneur confirme la rencontre avec Nick Rizzuto Jr., mais il nie qu'il ait été question d'une commission versée à la mafia. Est-ce que c'est vrai que Nick Rizzuto Jr. a dit à Paul Sauvé que s'il voulait avoir le contrat à l'Hôtel de Ville, il fallait qu'il lui donne 500 000 $? Je ne peux pas te dire rien de ça parce qu'il faudrait que tu demandes ça à Nick Rizzuto. Okay. Mais vous l'avez pas entendu? Non, pas du tout. Que 5 dans la mafia, dans la construction, vous avez jamais entendu ça? Non. Okay. Est-ce que vous avez payé? Non. Pas du tout. D'autres sources nous ont confirmé l'importance de Nick Rizzuto Jr. dans le secteur de la construction. Avant son assassinat en décembre dernier, Nick Rizzuto Jr. était associé dans divers projets à un des dirigeants de FTM Construction, Antonio Maggi, un homme d'affaires dont le nom apparaît dans la preuve de l'opération Colisée. L'écoute électronique révèle qu'en 2005, après avoir été victime d'un enlèvement, Tony Maggi s'est tourné vers le clan Rizzuto pour retracer ses kidnappeurs. Maggi a aussi fait la manchette des faits divers au cours des dernières années. En 2008, il s'est sorti miraculeusement d'une tentative de meurtre. Il fait face actuellement à une accusation de possession d'armes. Nicolas Rizzuto était quasi quotidiennement dans les bureaux de l'entreprise de construction de Tony Maggi. Il n'y avait pas que Nick Rizzuto Jr. Une autre figure dirigeante de la mafia montréalaise, Paolo Renda, était propriétaire de Renda Construction. C'est lui qui a été enlevé en mai dernier dans le nord de la ville et qu'on n'a jamais retrouvé. Paolo Renda a entre autres vendu pour 1,5 million de dollars des terrains à Hydro-Québec, dont une partie qu'il avait acquis de Ville d'Anjou pour une fraction du prix quelques années plus tôt. Plusieurs autres personnes liées à la mafia ont aussi leur entreprise de construction, notamment Rénal Desjardins, proche de longue date du clan Rizzuto, qui s'est recyclé dans la construction après sa sortie de prison. Il travaille actuellement pour le groupe Samara, qui fait de la construction résidentielle. Il était incarcéré pendant 11 ans de temps. Oui. J'essaye de me garder dans l'ombre, puis de faire, autrement dit, un honnête citoyen de moi. Qu'est-ce que j'ai réussi depuis les 5 dernières années, puis j'entends ainsi que ça reste pareil. Mais Rénal Desjardins a côtoyé au moins une personne présente dans la preuve Colisée. Il a travaillé sur un projet de décontamination de la compagnie Carboneutre, dont Domenico Arcuri est le président. La preuve recueillie par les policiers établit clairement que Domenico Arcuri rencontrait régulièrement les dirigeants de la mafia à leur quartier général, notamment Francesco Del Balso, avec qui il œuvrait dans le secteur immobilier. Jocelyn Dupuis, autrefois directeur général de la FTQ Construction, dirigeait en 2008 la société de Domenico Arcuri. Il y travaillait conjointement avec son ami Rénal Desjardins. Je suis en train de monter un projet, autrement dit, à l'international pour des plans de décontamination. À part de ça, ça devrait être là. OK, vous le faites avec lui? Avec lui et avec d'autres gens. Oui. Avec des ingénieurs, avec des gens du gouvernement, en conjoncture avec d'autres personnes.
L'opération Colisée visait essentiellement les crimes reliés au trafic de drogue, aux jeux illégaux et à l'extorsion de fonds. Or, l'émission Enquête a appris que la police est en train de réanalyser le million de conversations enregistrées à la recherche de liens entre la mafia et l'industrie de la construction. Combien ça coûte? Selon une source que nous avons rencontrée à Montréal et qui a longtemps frayé avec le clan Rizzuto, la mafia touchait beaucoup d'argent d'entrepreneurs en construction. Cette personne, qui refuse d'être identifiée, craignant pour sa sécurité, se rendait régulièrement au Constanza. Cette source confirme le témoignage du sergent McDougall, mais en allant beaucoup plus loin. Elle nous a parlé du versement mensuel de 300 à 500 000 $ par des entrepreneurs ou dirigeants du clan Rizzuto pour leur rôle dans l'organisation de la collusion des contrats publics à Montréal. Que c'étaient les principales têtes dirigeantes du clan qui avaient initié la mise en place de la collusion à Montréal il y a environ 10 ans. Que 14 compagnies y participaient, ce qu'on a appelé les Fabulous 14. Que ces compagnies se séparaient la différence entre le prix demandé lors des appels d'offres et le prix fixé par la collusion. Le grand patron de l'escouade Marteau confirme l'essentiel de ce témoignage, que le Fabulous 14 existe bel et bien dans la région de Montréal, que des gros joueurs de l'industrie en font partie et que des cotes sont payées à la mafia. Notre renseignement tend à démontrer qu'il y a une certaine collusion entre certaines grandes entreprises de construction afin de se partager les contrats. On est à établir le phénomène, quelle est l'ampleur du phénomène. Au niveau de la mafia, on peut être porté à croire qu'il y a des liens entre ces entrepreneurs-là et la mafia. En fouillant dans les documents de l'enquête Colisée, on atteste de l'échange d'argent entre un entrepreneur important de Montréal et Nicolo Rizzuto. On raconte qu'en 2005, dans une scène similaire à celle-ci, Accurcio Ciaccia, qui dirige ATG Pavage, donne à Rizzuto 2 liasses d'argent d'environ 1 demi-pouce d'épaisseur chacune. Rizzuto met une liasse d'argent dans sa chaussette droite et l'autre dans sa chaussette gauche. Rien dans la preuve Colisée n'établit la raison de cet échange d'argent. L'entrepreneur Accurcio Ciaccia a obtenu pour 22 millions de dollars de contrats de la Ville de Montréal au cours des 3 dernières années. Il a refusé de répondre à nos questions. Can I tell you the dates and maybe we... No, I don't. I don't know what you're talking about, you know? Okay. Because I'm busy now, okay? I have to let you go. All right. Okay, bye. Un autre ancien dirigeant d'une compagnie de construction apparaît dans Colisée. Il s'agit de Frank Catania, dont l'entreprise qu'il a fondée est l'une des plus actives dans la région. On a vu Frank Catania dans des documents publics qui étaient présents au Cosenza pendant que Nicolo Rizzuto mettait de l'argent dans ses chaussettes. L'enquête Colisée nous a appris que les 5 principaux dirigeants du clan Rizzuto se sont cotisés en 2005 pour offrir un cadeau à Frank Catania qui partait à la retraite. M. Catania, à qui nous avons parlé au téléphone, prétend que le cadeau qu'il a reçu provenait d'une vingtaine de personnes et qu'il ignorait s'il s'agissait de mafieux. J'ai eu un frigidaire à cigares parce qu'il y a un amateur de cigares, puis c'était 20 ou 22 personnes qui m'ont fait ça. On met 100$ chaque, 50$, 100$ chaque. Au restaurant, là-bas, comme ça. À partir des rares éléments de preuve publics de l'enquête Colisée, Radio-Canada a retracé près d'une vingtaine d'entreprises de construction qui ont des liens avec la mafia. Des entrepreneurs qui, parfois, n'ont pas de passé criminel, mais d'autres impliqués dans des activités illégales, comme le trafiquant de drogue Nello Di Rienzo, lié à la compagnie Pavage Talarita, et qui a obtenu des millions en contrats municipaux divers dans la région de Montréal. S'agit-il de la pointe de l'iceberg? La police enquête, mais les preuves restent très difficiles à faire. Habituellement, ces entrepreneurs-là, les entrepreneurs qui sont problématiques, ont tendance à vouloir noyer le poisson avec une multitude de compagnies. Donc, c'est la façon d'éviter qu'on soit capable de remonter jusqu'aux têtes dirigeantes et de bien cibler là, les joueurs les plus importants. En attendant l'aboutissement des enquêtes de Marteau, il est clair que le clan Rizzuto a été affaibli dans ses opérations légales ou illégales par l'opération Colisée. Déjà, il y a 5 ans, les déclarations de Nicolas Varacalli montraient de premiers signes de vulnérabilité du clan. There's nobody that's fucking untouchable. Everybody's touchable. You think you might be untouchable, but I'll tell you something. You're gonna have a lot of surprises. Depuis cet avertissement, plusieurs membres du clan ont été assassinés. Des cafés italiens sont régulièrement la cible de cocktails Molotov. Dans la construction, le système mafieux de collusion semble aussi complètement déstabilisé.
On constate en effet que les prix des grands travaux publics depuis les premiers scandales ont diminué de façon marquée, entre autres à Montréal, de plus de 30 %. Ça fait donc beaucoup moins d'argent à distribuer et à dissimuler dans des chaussettes.